Bonjour à tous. L'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Nous allons juste attendre encore une petite minute, le temps que d'autres participants se connectent avant de commencer. Donc, rebonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités Afrique. Je m'appelle Zakia Adam et je suis manager statistique au sein de l'AIE. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec mes collègues de la FAO, Madame Ashley Steele et Monsieur Sven Walter, pour discuter d'un sujet qui est très important, qui est le bois énergie. Avant de passer la parole à Ashley et Sven de la FAO, je voulais juste vous faire une mise en contexte de ce qui nous rassemble aujourd'hui et vous dire un mot sur l'AIE pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre institution. Donc, l'AIE, elle a été créée en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. C'est une organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres. Elle s'est tout d'abord donnée pour but d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques, principalement le pétrole à l'époque, afin de soutenir la croissance économique. L'AIE a depuis étendu son expertise à toutes les énergies. Nous étudions en détail presque tous les pays du monde, tous les secteurs énergétiques, ainsi que toutes les technologies. Dans l'agence, nous avons environ 300 statisticiens, analystes, modélisateurs et experts de l'énergie. Et l'AIE assure aussi un rôle de conseil auprès de ses membres. Nous travaillons énormément sur le climat et la transition énergétique, surtout cette année cruciale de la COP26 qui se tiendra en novembre. À travers nos formations, nous collaborons étroitement avec les pays. Justement, nous avons un programme de renforcement des capacités qui a été mis en place avec le soutien de l'Union européenne. Au sein de notre programme, nous avons, nous avons mis en place plusieurs formations pour 10 pays membres, 10 pays focus, dont plusieurs pays francophones, par exemple le Bénin, la RDC, le Sénégal, que je salue au passage aujourd'hui. Finalement, je vous rappelle que pour être informé de toutes nos activités sur l'Afrique, nous avons aussi nos groupes WhatsApp et notre communauté LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire partie. Voyons maintenant de plus près la définition des biocarburants solides en cohérence avec les méthodologies internationales. À l'AIE, nous suivons les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques des Nations unies.
Et les biocarburants solides, ils englobent les matières organiques non fossiles d'origine biologique. On peut faire la distinction entre les biocarburants solides primaires et secondaires. La production primaire, c'est la capture ou l'extraction de combustible à partir des flux d'énergie naturelle sur le territoire national sous une forme adaptée à leur utilisation. Nous les appelons produits primaires. Donc, voici quelques exemples. Vous avez le bois et les autres produits forestiers, la bagasse, les pellets de bois. Et la production secondaire, c'est la fabrication de produits énergétiques par le processus de transformation d'autres combustibles, qu'ils soient primaires ou secondaires, comme le charbon de bois. Ce qui est très important à noter, c'est que seules les quantités spécifiquement utilisées à des fins énergétiques, ce qui est une petite partie du total, sont incluses dans les statistiques énergétiques. Mettons maintenant les choses rapidement en perspective et voyons comment la demande en énergie a évolué au fil des années. En 1919, le bois représentait environ un tiers de la demande totale d'énergie, suivi du charbon. Si vous allez plus loin dans le passé, vous verrez que le bois devait représenter la majeure partie de la consommation d'énergie dans le monde. Au fil des ans, nous voyons comment la demande d'énergie s'est diversifiée au pétrole, au gaz naturel, etc., avec les développements technologiques et les gens commencent à consommer aussi d'autres carburants. La part du bois a beaucoup diminué au niveau mondial, passant de 30% en 1919 à seulement 4% en 2018. Ce qui est intéressant à observer, c'est que la consommation totale de bois a quand même augmenté en valeur absolue dans le mix énergétique. La bioénergie, elle reste présente dans le mix énergétique et même en 2040, nous avons encore du bois sur la base des projections de l'AIE dans le scénario des politiques déclarées. Donc, même si le mix énergétique se diversifie encore plus, il y a toujours une utilisation traditionnelle de la biomasse et cela signifie que nous devons continuer à faire des efforts pour réduire la consommation du bois. Maintenant, si nous comparons les régions en 2018, nous voyons que dans les pays de l'OCDE, nous avons beaucoup de consommation de pétrole, suivi de gaz et de l'électricité, etc. Dans les pays non membres de l'OCDE, la situation elle est différente et nous avons plus de charbon et de biocombustibles et moins de pétrole et de gaz. Si nous allons en Afrique, nous voyons la part des biocarburants dans la consommation finale, elle augmente à plus de 50% et en Afrique subsaharienne, c'est encore plus. Et la bioénergie, elle est aujourd'hui la plus grande source d'énergie en Afrique subsaharienne et représente les 3/4 de la consommation finale d'énergie. En Afrique subsaharienne, les biocarburants se composent principalement de biocarburants solides primaires tels que le bois. Comme nous le savons tous, l'utilisation de biocarburants solides n'est pas sans conséquence pour la santé de la population. L'utilisation de la biomasse, elle représente de nombreux inconvénients. Les femmes, elles souffrent également de la collecte de bois car elles passent plusieurs heures par jour à ramasser du bois. Et si l'utilisation de biocarburants et de bois ne se fait pas de manière durable, il y a des impacts négatifs sur l'environnement. Donc, le suivi de la production et de la consommation de biocarburants, elle est essentielle pour les pays d'Afrique subsaharienne. Sur cette figure, vous pouvez voir la répartition des biocarburants et des déchets de la figure précédente. Comme vous pouvez le voir, dans les pays de l'OCDE, nous utilisons des biocarburants plus modernes tels que les bioliquides, les biogaz et les déchets. Si nous regardons l'Afrique, nous voyons que le total des biocarburants et des déchets se compose principalement de biocarburants solides primaires, le bois de chauffage et de charbon de bois qui est considéré comme l'utilisation traditionnelle de la biomasse. L'un des principaux défis, c'est aussi d'estimer les biens non marchands et nous comparons ici les biocarburants, le pourcentage de biocarburants à d'autres carburants qui sont, eux, tous commercialisés.
Nous avons déjà beaucoup parlé de la consommation de biocarburants, mais dans quel secteur sont-ils consommés? Dans les pays de l'OCDE, moins de la moitié est utilisée dans le secteur résidentiel, principalement à des fins de chauffage, et nous avons une grande utilisation aussi dans les secteurs industriels pour augmenter la chaleur pour les processus industriels. Si nous allons en Afrique, la plupart des biocarburants solides sont utilisés dans le secteur résidentiel et à des fins culinaires. En raison de l'incertitude des données, ces chiffres-là, ils pourraient être beaucoup plus bas ou beaucoup plus élevés. Ce graphique montre la consommation des ménages à des fins de cuisson dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Et nous voyons clairement qu'il existe des différences entre les modes de consommation ruraux et urbains pour les combustibles. Dans les zones urbaines, nous avons un peu plus de mélange de combustibles pour la cuisson, où nous utilisons du GPL, du kérosène et de l'électricité. Dans certains pays comme l'Angola, la Côte d'Ivoire et la RDC, nous avons déjà plus de la moitié des ménages qui utilisent le GPL pour cuisiner dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, même si les combustibles modernes peuvent être accessibles, nous pourrions avoir le problème de l'abordabilité car ces combustibles modernes sont plus chers que le bois. Ainsi, même si des alternatives existent, les gens continuent à utiliser des biocarburants comme c'est moins cher. Dans les zones rurales, il s'agit encore principalement de bois de feu et de charbon de bois. Il y a souvent un problème d'accessibilité dans les zones rurales pour d'autres sources d'énergie telles que le GPL. Et donc, le bois de chauffage est généralement le combustible le plus accessible pour la cuisson. Maintenant, je vais finir ma présentation avec en regardant les obstacles et vous dire comment suivre la consommation de combustibles solides. Tout d'abord, il est très important d'avoir un bon échantillonnage des zones urbaines et rurales des régions. Il faut collecter des données sur le type de combustible utilisé dans les différentes régions, connaître la teneur en humidité, le pouvoir calorifique. Aussi prendre en compte les différences culturelles, car différentes régions ont différentes manières de cuisiner. Et aussi les différents types de foyers qui nécessitent différentes quantités de combustible. Il est très important aussi de couvrir à la fois les combustibles commerciaux et non commerciaux, y compris pour le bois de charbon. Et pour le non commercial, il est important de suivre comment le bois a été collecté, la revente, la production non réglementée de charbon. Et il est aussi très important de comprendre comment le charbon a été produit pour estimer l'apport en bois, donc quel type de four a été utilisé, car dépendant du type de four, une différente quantité de bois est utilisée. Voilà, c'était la dernière partie de ma présentation et je passe la parole tout de suite à Ashley Steele qui va vous présenter le travail de la FAO. Merci. Bonjour. Bonjour, on voit bien Bonjour, votre écran. OK. Parfait. Tout d'abord, je voudrais remercier à la AIE pour avoir invité la FAO et notre équipe à contribuer à cet atelier. Et je commencerai aussi par me présenter à vous. Je travaille dans l'équipe de produits forestiers et des statistiques à la FAO. Et avant de rejoindre la FAO, j'étais statisticienne au service forestier des États-Unis et à la NOAA, une autre agence américaine spécialisée dans les ressources naturelles pendant 20 ans. Je ne suis pas francophone, je suis sûre que vous savez. Pourquoi je voudrais présenter en français ici? J'ai déjà des collègues francophones ici avec moi. Je suis vraiment passionnée par les données et comment collecter et communiquer les données. Je crois que des données impartiales et vérifiées, résumées et bien communiquées, et avec des descriptions de l'incertitude des estimations
peuvent changer le monde vraiment. Et alors, j'aimerais expliquer là avec mes propres mots. Je voudrais parler à l'avance à pourquoi nous aimons les données. Nous parlons souvent du manque de données, mais pourquoi est-ce important? Nous voudrions que nos décisions soient basées sur la situation réelle du monde. Les gens réels, les arbres, les poissons, les fleuves, les vies, mais c'est difficile de mise en ordre des politiques et décisions et la situation réelle. Et comment réaliser ça? Qu'est-ce qu'on a pour mettre ça ensemble? Données. Les données officielles sont la pièce de ce puzzle qui met ensemble cela. Grâce à ça, c'est spécialement important que nous ayons les données impartiales et vérifiées et que nous pouvons décomposer. Et aussi les données dont nous comprenons l'incertitude et dont nous pouvons utiliser cette incertitude pour mieux prendre les décisions, mieux concevoir des politiques. Pour commencer, souvent qu'il y a beaucoup de liens avec les ODD et le bois énergie. Vous connaissez bien les liens de cible 7 avec les énergies renouvelables. On existe également les liens forts avec ODD 3 et la santé des maladies causées par la pollution. ODD 12 qui concerne la gestion durable et des ressources naturelles. Et bien sûr 15 sur la vie sur Terre et la gestion des forêts. Je porte également à votre attention l'ensemble mondial d'indicateurs de base relatifs aux forêts. Les Nations Unies ont lancé un plan stratégique pour les forêts avec l'horizon 2030 et pour rationaliser les rapports, le partenariat de collaboration sur les forêts a proposé l'ensemble de bases mondiales de 21 indicateurs et les indicateurs liés aux forêts, dont l'indicateur 2, 10, le plus important de nous est la part de l'énergie dérivée du bois dans la consommation totale d'énergie finale. Et la FAO a créé une feuille de route pour améliorer la disponibilité des données et la capacité de rendre compte de l'indicateur 10. Et cette feuille de route inclut la modélisation, le regroupement des données existantes et le renforcement des capacités. Aujourd'hui, je vais parler des données que nous avons, les données dont nous avons besoin et les travaux en cours à la FAO pour mettre à jour le modèle utilisé pour estimer la production de bois énergie lorsque les pays n'ont pas de données. Ensuite, je parlerai des principes statistiques des enquêtes auprès des ménages et nous réfléchissons à la manière d'utiliser ces données à travers la communication de l'incertitude. Enfin, mon collègue Sven Walter parlera des exemples de projets de terrain en cours de notre équipe et d'un autre type de base de données. Et puis, un point important, je vais vous parler du bois énergie et un peu de charbon de bois, mais pas d'autres types de biocombustibles solides. La FAO ne collecte que des données sur le bois rond qui sera utilisé comme combustible et aussi le charbon de bois, aussi connu sous le nom bois carbonisé. La FAO travaille sur le bois énergie depuis plus de 50 ans. En tant qu'institution, nous avons une solide expertise. Je ne travaille que depuis 2 ou 3 ans. Mon expérience est dans les statistiques, les données forestières, la recherche, et j'espère pouvoir apporter une solide perspective statistique. Mais aussi, je comprends bien qu'il y a tant à apprendre. Nous travaillons sur le partage de connaissances et d'informations, en développement des capacités. Nous avons une grande base de données qui sont utilisées de planification et nous soutenons techniquement les projets de terrain. Nous avons publié beaucoup de contributions sur ce sujet. Par exemple, ce volume de statistiques forestières que nous publions chaque année et aussi ici les lignes guides pour collecter les données du bois énergie en même temps qu'un sondage sur les ménages. Je parlerai de ces directives en détail plus tard. C'est important de visualiser tous les types de bois énergie. À gauche, ici, nous avons le bois de feu qui est utilisé dans les ménages pour lesquels nous n'avons pas qu'un marché informel. Ce bois est ramassé dans les forêts et on peut le faire de manière soutenable ou pas.
Souvent, l'utilisation de ce type de bois énergie contribue à la déforestation et a beaucoup de conséquences négatives pour la santé. Et voici du charbon de bois qui peut être produit légalement ou illégalement et peut être commercialisé de manière formelle ou informelle. Sur cette photo, je note la difficulté de quantifier quelque chose qui est vendu dans des unités non standards. Et à droite, nous avons le bois énergie comme source d'énergie soutenable. Cela est souvent produit à partir des décharges générées lors de la production d'autres produits et pour lequel nous avons souvent les données officielles. Quand on parle de bois énergie, on parle de beaucoup de situations très différentes. Pour rappel, la FAO collecte des données sur la production de produits bois énergie et en unités de poids et de volume. Lorsqu'il n'y a pas de commerce formel, il est difficile de documenter la production. Nous devons souvent faire l'hypothèse que la consommation mesurée dans les enquêtes auprès des ménages est égale à la production. Et pour les cases à gauche, ça marche. Pour les granures de bois, l'hypothèse ne fonctionne pas, mais nous avons souvent des données de production officielles. Qu'est-ce que c'est FAOSTAT? FAOSTAT est notre énorme base de données officielle en ligne. C'est un produit de la FAO et aussi de notre partenaire qui rassemble des données mondiales, et régionales et nationales de beaucoup de produits forestiers. Le terme utilisé dans la base de données FAOSTAT est bois de chauffage, mais j'utiliserai bois énergie car le bois est utilisé non seulement pour le chauffage, mais aussi pour la cuisine et également à des fins industrielles. Et nous avons aussi les données désagrégées, conifères et non conifères. Les données sur le bois de chauffage de la FAO sont basées sur les chiffres communiqués par les correspondants de pays. Si vous étiez à l'atelier de l'AFREC il y a 2 semaines, vous avez également entendu combien peu de pays disposent de données actuelles à déclarer. Il y a 217 pays ou territoires dans la base de données et il n'y a que 72 pays qui ont assez de données par assez, je veux dire données officielles non répétitives depuis au moins 10 ans, depuis 1960. Ce n'est pas beaucoup. La plupart des pays n'en ont pas et souvent ces pays dépendent fortement du bois de feu. Si un pays ne fournit pas les données, la FAO estime la production avec un modèle statistique. Alors, regardons les données. Ça, c'est les tendances mondiales de la production de bois de chauffage non conifères. Dans la plupart du monde, la production est assez stable. En Asie, il peut même y avoir une légère baisse et en Afrique, il y a une tendance à la hausse constante. Il faut comprendre que ceci est le résultat de la situation réelle sur la Terre et aussi de la procédure d'estimation, souvent basée sur la population humaine. Alors, nous discuterons les modèles statistiques en quelques diapos. Alors, les données dont nous avons besoin par région. En la colonne de données rouges, le pourcentage des données estimées dans la série complète. Au moins 75% des données pour le monde antérieur, sauf l'Europe, sont estimées. Et la colonne de données vertes, l'année la plus récente, nous pouvons voir que la situation s'améliore, particulièrement en Afrique, mais il reste un besoin urgent de données. Et ça, c'est la situation pour quelques pays d'Afrique. Les points sont des données officielles et les lignes en pointillés sont des tendances basées sur les données officielles et aussi sur les estimations de la FAO. Ce n'est pas beaucoup de données. Et voici un exemple d'un pays, du Sénégal, qui est très utile pour comprendre les données. À la gauche, la production de chauffage non conifère et à la droite, la production de charbon de bois. Les points rouges sont les chiffres estimés. Chose à retenir.
Pour le bois de chauffage, il y a une tendance à la hausse basée uniquement sur des données estimées. Pour le charbon de bois, il n'y a pas de tendance. Il y a les années avec des données officielles, mais pas de données récentes. Et on peut voir qu'en 2010, la production estimée a bondi, ici. C'est parce que certaines données non officielles ont été localisées, c'est un point violet, et qu'après ça, l'estimation a été révisée. Alors, il est donc très important d'avoir le meilleur modèle possible pour estimer ces chiffres. Notre énoncé de problème pour la mise à jour du modèle. Nous avons besoin d'une méthode pour estimer le bois de feu et le charbon de bois dans l'année en cours pour les pays qui ne fournissent pas de données cette année-là. Et puis, nous avons besoin d'une méthode simple parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Seulement 2 ou 3 mois entre le moment où les pays nous fournissent les données ou pas et le moment que nous les fournissons au monde. Le modèle utilisé maintenant a été construit en 2005. À cette époque, seuls 49 pays disposaient de données officielles sur plus de 10 ans. Il y a maintenant 78 pays. Et nous avons maintenant plus de données, vous en parlez aussi, et de nombreux nouveaux outils statistiques, modèles linéaires à effet mixte, modèles de forêt aléatoire, algorithmes de classification, etc., etc. Alors, nous avons finalisé 2 étapes importantes dans la construction de nouveaux modèles. Premièrement, nous avons fini le travail d'une année et demie pour chercher les données dans tous les espaces, les sites de pays, des ONG, de la littérature scientifique, et nous avons trouvé 943 points de données pour l'Afrique. Nous avons trouvé des données pour presque tous les pays que nous avons recherchés. En fait, il ne reste que 3 pays sans aucune donnée ou estimation existante. Pour les pays et les années où nous n'avons pas de données, nous avons également importé des données d'Afrique, portant le nombre total de points de données trouvés à 2082. Et maintenant, nous avons besoin de mieux comprendre les données avant que nous les utilisions. Le deuxième travail terminé est le développement du modèle conceptuel. Nous avons développé un modèle conceptuel qui décrit les mécanismes les plus forts qui déterminent la production de bois énergie. Un modèle conceptuel solide est important pour construire un modèle statistique qui a du sens et fait des bonnes prédictions. Celui-ci a été développé par un groupe d'experts, des experts en bois énergie, en statistique officielle et en analyse de données. Et il a été aussi revu par l'équipe de spécialistes CEE-FAO du bois énergie. La grande idée de notre modèle est que la quantité de personnes, de terres et d'argent ici stimule la demande d'énergie pour l'énergie pour la cuisine, le chauffage et dans les ménages, et aussi pour l'industrie. Le pourcentage de la demande énergétique satisfait par le bois énergie est lié à la pauvreté, à la disponibilité d'alternatives et à la disponibilité des arbres. Compte tenu exportation, importation et le changement de stock, ici, on peut alors estimer la production de bois énergie. Les éléments en gras sont ceux qui sont plus facilement accessibles. Alors, je vais maintenant parler des principes statistiques de collecte et de communication de données. La FAO a publié des directives pour la collecte de données sur le bois de feu. L'objectif des directives est d'aider les pays à collecter des données fiables et comparables. Et ça, c'est très important sur la production et la consommation de bois énergie dans le secteur informel.
La module peut être intégrée au sondage existant auprès des ménages pour effectuer une amélioration de la mesure et du suivi de la production et de la consommation de bois énergie. Plus précisément, ce module fournit des conseils pour estimer ces 6 quantités et je me concentrerai sur le premier, la quantité de bois énergie utilisée par les ménages. Il y a beaucoup de considérations pour planifier un sondage et ici, je parle de quelques idées que j'espère seront utiles. Pour les estimations nationales, la population d'intérêt comprend tous les ménages, qu'ils soient ruraux ou urbains, qu'ils contribuent beaucoup ou peu à la consommation et à la production totale de bois de feu. 2. La mesure des quantités de bois de feu et de la teneur en humidité nécessitera l'achat, le transport et l'utilisation de balances et d'autres équipements. Comme cela prend plus de temps et c'est plus cher, les quantités pourraient être mesurées dans un sous-ensemble de ménages. Et puis, nous trouvons un point d'équilibre ici. C'est difficile, le coût versus la précision et exactitude de l'estimation. Il serait peu coûteux de mesurer la consommation de bois dans une seule maison, mais l'estimation est sans valeur. Alternativement, nous pourrions mesurer l'utilisation du bois dans chaque maison du pays. L'estimation serait d'une précision fantastique, mais le coût serait aussi astronomique. Il faut donc choisir aussi un point de long de ce spectre, d'un petit échantillon ou à un grand échantillon. La taille de l'échantillon dépend du budget et des objectifs et détermine la précision de l'estimation. La taille de l'échantillon détermine également le niveau de désagrégation raisonnablement possible. Il est généralement nécessaire de stratifier souvent en plusieurs étapes. Le module pourrait être inclus dans une proportion fixe de ménages, par exemple dans une enquête plus large. Ça, c'est le premier des 2 exemples de questionnaire. Le sondage commence avec « Au cours des 7 derniers jours, est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez utilisé du bois de chauffage à des fins domestiques, agricoles, commerciales, culturelles ou religieuses? Et puis, en combien de jours? Le volume ou le poids de bois de chauffe consommé au cours d'une journée. Une journée typique est estimée et mesurée. La grande idée est, si possible, que les questions et la période enquête devraient être la même pour tous les projets afin de rendre les données mondiales comparables. Une autre idée dans ces guides, des proportions simples sont un début de la collecte d'informations au niveau national ou infranational. Ces informations peuvent être recueillies de manière simple et relativement peu coûteuse. Par exemple, la proportion des ménages utilisant du bois pour cuisiner, la proportion de ménages utilisant du bois pour le chauffage ou la proportion de ménages collectant du bois dans la forêt. Ces proportions sont beaucoup plus simples et moins chères que les estimations quantitatives, mais les proportions seules ne peuvent pas fournir d'estimation de la quantité de bois consommé pour l'énergie ou la production nationale de bois énergie pour le rapport à la FAO. Ils sont seulement une étape, mais peut-être une étape importante. Les proportions peuvent aider à passer des données locales aux estimations nationales et les proportions peuvent vous aider à concevoir un plan d'échantillonnage pour une étude plus large. Finalement, des enseignements tirés des études de tests. Les points importants. Il est difficile de quantifier la production et la consommation de bois énergie pour des courtes périodes. C'est important de tester le questionnaire et à cause de défis, souvent une approche en 2 étapes
serait nécessaire avec des mesures détaillées dans un sous-ensemble des ménages. Maintenant, je voudrais partager un exemple d'autres pays et en partageant les exemples, discuter quelques principes statistiques. Le premier exemple est celui d'Ouganda. Je n'étais pas impliquée dans ce projet, mais je suis impressionnée par leur procédure de collecte de données. Comme la plupart des grands projets, ce projet avait de nombreux objectifs. Nous nous concentrons maintenant sur la quantification de la consommation et de la production de bois énergie. Les objectifs en noir en bas. Et on peut maintenant penser à planifier l'échantillonnage. Il n'y a pas de recette unique qui fonctionne pour tous les projets, seulement les directives dont nous avons déjà discuté et les questions clés et les principes statistiques dont nous parlons maintenant. La première question est: quelle est la population cible? Le plan d'échantillonnage est conçu pour faire une estimation pour une population cible spécifique et il est important de le préciser au début du projet. Si la population cible est tous les ménages du pays, il y aura souvent de nombreuses étapes de l'échantillon. Et ici, vous pouvez voir qu'ils avaient 3 étapes. Ils ont commencé avec les 10 districts de dénombrement existants et de chaque district, 15 zones de dénombrement ont été choisies en utilisant une sélection aléatoire. Et puis, de chaque zone, ils ont choisi 20 ménages également avec une sélection aléatoire. Le principe le plus important est aléatoire. Il est très important d'utiliser une méthode de sélection aléatoire ou randomisée. Et ça, ce n'est pas la même chose du tout que par hasard. Un échantillon aléatoire signifie que chaque élément a une chance égale d'être sélectionné. On se casse chaque zone et puis chaque ménage. On pourrait en parler pendant des heures, mais ce qui est important de communiquer est que un système aléatoire est à la fois extrêmement important pour tirer des conclusions plus tard et extrêmement facile avec un peu de planification. Ici est le chef d'un village en Zambie. Il tire au sort les ménages qui feront partie de l'échantillonnage avec simplement les petits papiers. Il existe bien sûr d'autres méthodes utilisant un ordinateur, mais ils sont les mêmes. C'est vraiment facile, mais sans utiliser une méthode aléatoire, il est aussi très facile de créer des estimations biaisées. Ceci est notre deuxième exemple de sondage. On voit juste pour comprendre les possibilités et les types d'informations qui peuvent être collectées. Par exemple, la consommation à la maison versus la consommation en les autres endroits. Et voilà les conclusions. Nous les discutons pour quelques minutes. Vous vous souvenez que les données ont été collectées à l'aide d'un échantillon stratifié et les sélections à toutes les étapes étaient aléatoires et nous pouvons en apprendre beaucoup en plus de l'estimation nationale ici. La production est la plus élevée dans le centre 2 et dans la sous-région du Mid-Northern. Une autre chose à noter, on décrit la variance et aussi fournit un intervalle de confiance. La variance est la plus élevée dans le centre 1 et le Mid-Nord et ça suggère par exemple que les futurs projets pourraient vouloir augmenter l'intensité d'échantillonnage dans ces combes. Augmenter l'intensité d'échantillonnage fournirait à la fois une estimation plus précise et peut-être des informations plus détaillées sur les raisons pour lesquelles certains ménages produisent beaucoup et d'autres un peu. Les intervalles de confiance. Ceci est extrêmement utile pour interpréter l'estimation et pour prendre des décisions, pour comprendre quel est le plus gros et que nous pensons qu'il pourrait être. Sans cela, par exemple, nous ne pouvons pas comprendre si la production est d'environ 100 000 dans le centre 1, ici, l'estimation, mais en réalité, cela pourrait être seulement 6 000
ou peut-être presque 200 000. Cela nous aide à répondre à la question, avons-nous besoin de meilleures informations ou est-ce suffisant? Et à l'avenir, avec les intervalles de confiance, mais par sens, on peut voir si une intervention particulière a-t-elle modifié la production nationale ou pas. Selon mon expérience, les gens pensent que si en incluant une expression d'incertitude, l'estimation devient une mauvaise qualité ou peu fiable. Et ce n'est pas vrai, c'est le contraire. L'inclusion d'une quantification de l'incertitude rend le nombre fort et utile. Une bonne estimation de l'incertitude provient d'une étude bien conçue. Nous parlerons de la façon dont nous pouvons utiliser une compréhension de l'incertitude en quelques minutes. Il aurait également été utile d'inclure une estimation par personne et ça serait pour permettre des comparaisons plus claires entre les sous-régions avec des tailles de population très différentes. Certains projets utilisent des enquêtes de trafic pour estimer la production d'une forêt particulière ou la consommation dans une ville particulière. Souvenons-nous que ce projet avait l'objectif de quantifier la consommation dans les grandes villes et ça, c'est pourquoi ils ont utilisé une enquête de trafic. D'autres projets les utilisaient aussi. Ils sont très bons pour comprendre la consommation dans les villes, ce qui est plus difficile à comprendre avec une enquête, et pour planifier la gestion forestière où il n'y a souvent qu'une seule route. L'avantage est que cela pourrait être très rapide, mais il est difficile d'extrapoler à d'autres époques ou d'autres vies ou de créer des estimations par ménage au lieu que par vie. Voici un exemple qui vient de Somalie. La production et l'exploitation de charbon de bois est une activité majeure à l'appui des régimes de guerre dans le sud de Somalie, mais c'est impossible de visiter la région. Alors, il est possible d'utiliser une méthode de détection semi-automatique pour identifier les sites de production de charbon de bois à partir des images satellites à très haute résolution. C'est une méthode à distance, mais nécessitant les informations pour l'étalonnage. Dans ce projet, ils ont utilisé des estimations de la taille probable des forts et des paramètres des arbres à partir de la littérature et des connaissances locales. Je pense que c'est une méthode très intéressante et on peut envisager ces méthodes pour l'avenir. Je vais finir avec un petit résumé des questions clés à poser au début d'un programme de collecte de données et puis je peux parler finalement un peu de la communication des données. Nous avons discuté beaucoup des questions clés qui sont très importantes à la conception de la stratégie d'échantillonnage d'un sondage ménage en amont du projet. Par exemple, quelle est la population d'intérêt, le point d'équilibre, le nombre de ménages versus le coût du sondage. Il est très important de décider si les strates sont nécessaires. Ils sont nécessaires si la consommation de bois et énergie varie systématiquement d'une région à l'autre. Dans chaque strate, c'est important d'utiliser une méthode de sélection aléatoire. Et il y a beaucoup de décisions sur le sondage. Un point d'équilibre 2 peut être simple ou complexe. Si c'est simple, c'est possible d'avoir peut-être plus de ménages. Mais si c'est complexe, ce serait plus d'informations sur chaque ménage. Et finalement, la période d'enquête, courte ou longue. Alors, je voudrais vous proposer une idée. Ça, c'est de prendre le temps de bien définir la question. Quelle est la question à laquelle vous souhaitez répondre avec cette étude? Selon mon expérience, tout le monde pense que c'est très facile, mais c'est en fait difficile et très important. Par exemple, ici, quelle quantité de bois énergie est produite dans la région X? Est-ce clair? Bien construit? Absolument pas. On a besoin de définir chacun des mots avec précision et beaucoup de professionnels, même des experts, l'oublient.
Il reste de nombreuses questions et on doit faire chacun de ces choix avant de commencer l'enquête. La réponse à ces questions déterminera exactement ce que les données estimeront. Et puis, si on prend le temps pour ça à la fin, au commencement, alors à la fin de son âge, on peut comprendre exactement ce que les données disent. L'incertitude. Mon sujet favori, elle est souvent évitée, peut-être abordée, balayée sous le tapis, presque embarrassante, mais non. Comme j'ai expliqué, l'incertitude est information et il faut réfléchir à comment l'exploiter. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes non quantifiées et importantes. Il y a les lignes guides du GEEC pour les identifier, les quantifier et les réduire. Les statisticiens ont un rôle essentiel à jouer pour faire passer la conversation sur l'incertitude. Comment on peut l'exploiter? Souvent, nous agissons comme si nous connaissons la réponse, comme l'estimation que nous avons est exactement la vérité, comme si le chiffre était 2 144 338,6. Mais pas vrai. C'est seulement une estimation. Nous ajoutons un intervalle de confiance et ça, c'est très bien, mais nous disons ici, un intervalle aléatoire et il y a une 95% de chance qu'il couvre la véritable estimation. Pour un décideur ou un électeur, que voulons-nous qu'il fasse de cet intervalle de confiance? Nous le donnons, mais pourquoi? Comme nous en avons discuté, le décideur peut voir les estimations probables les plus élevées et les plus fiables. C'est très bien, mais nous voulons qu'il réfléchisse aux possibilités et nous, en tant que statisticiens, nous devons communiquer les possibilités dans des termes qui les intéressent. Nous pouvons fournir une distribution de probabilités. Nous pensons que la meilleure estimation est ici, oui, mais si nous considérons toutes les erreurs des mesures, erreurs d'échantillonnage, nous savons qu'il y aurait une fourchette d'estimation de la production totale de bois de feu. Si nous avons pris un échantillonnage un petit peu différent, si chaque ménage avait donné une réponse légèrement différente, et connaître ou estimer toutes ces possibilités est une information incroyable utile. Si nous connaissons la moyenne des 10 dernières années, et souvent nous la connaissons, nous pouvons dire qu'il n'y a que 42% de chances que la production ait diminué par rapport à la moyenne des 10 dernières années. C'est très intéressant pour un décideur. Nous pouvons les avertir qu'il existe 6% de chances que la production soit astronomiquement grande. Peut-être nous connaissons l'étendue de bois énergie production pour les autres pays de la région. Et puis, nous pouvons dire qu'il n'y a qu'une 27% de chances que notre production se situe dans l'intervalle des autres pays de notre région. Ce type de déclaration est essentiel pour élaborer les politiques solides. Et si les données sont collectées avec une conception statistique solide et que l'incertitude est communiquée de manière réfléchie, nous pouvons fournir ce type d'informations à partir des enquêtes. Alors, il y a des données de bois énergie, mais nous avons besoin de beaucoup plus. Et pour améliorer ça à court terme, nous avons les modèles statistiques. Et puis, pour collecter de nouvelles données, nous avons les directives, les exemples d'autres pays, les principes statistiques et les questions clés. Et puis, nous avons des idées sur la façon dont les données, y compris les incertitudes, peuvent être exploitées pour soutenir de meilleures politiques et de meilleures décisions. Les données officielles sont la pièce de ce puzzle qui met ensemble cela et qui renforce notre capacité pour un avenir durable dans lequel
lequel le bois énergie est essentiel à la création de l'image. Maintenant, j'aimerais vous présenter Sven Walter, chef d'équipe de produits forestiers et de statistiques FAO. Il présentera certaines activités en cours dans notre équipe et nous présenterons un autre type de base de données qui est une plateforme en ligne à la FAO pour partager les connaissances et les informations sur les projets du bois énergie. Sven. Merci beaucoup, Ashley. Bonjour à tout le monde. Ashley vous a donné un aperçu très détaillé sur notre travail pour la collecte de données. Merci beaucoup, Ashley. Et moi, je voudrais souligner juste 2 points au niveau des exemples de travail sur le terrain dans les pays membres de la FAO et aussi présenter une nouvelle base de données. Slide suivant. Concernant les projets, je pense qu'on peut souligner, comme Ashley a dit, que ça fait déjà 50 ans que la FAO travaille sur le terrain et donc nous avons appuyé beaucoup de pays pour améliorer et développer des chaînes de valeur et de promouvoir la production durable du bois de chauffe. Dans le slide, vous voyez quelques projets que nous avons mis en œuvre et comme Madame Zaika vous a informé, qu'il y a tellement de besoins d'améliorer la situation, notamment en Afrique qui dépendent de bois de chauffe pour des besoins en énergie, qu'il y a donc plusieurs projets en cours, mais aussi pour la fournition des statistiques. Ces projets sont très importants. Donc, comme ça, il y a une situation gagnant-gagnant. Et donc, vous voyez des projets qu'on a mis en œuvre en Afrique, comme au Soudan, mais aussi dans les autres régions. Nous avons des nouveaux projets en préparation, notamment en Ouganda et en République du Congo. Mais ça, c'est juste une partie des projets. Nous menons également des projets où la composante n'est qu'une composante. Et là, par exemple, je voudrais mentionner des projets concernant la bioéconomie circulaire et durable, notamment en ce moment où on prépare le sommet portant sur les systèmes alimentaires pour souligner l'apport de la bioénergie au développement durable. Nous travaillons également avec UNHCR, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui vers 80 millions de personnes déplacées et donc beaucoup se placent dans les camps de réfugiés. Alors, comment sécuriser l'accès à l'énergie, comment promouvoir la gestion durable des forêts et de promouvoir également la restauration des forêts pour assurer les moyens de subsistance. Pour tous ces sujets, l'aspect bois de chauffe est essentiel et nous appuyons des initiatives au Djibouti, au Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Somalie et Rwanda sur ce sujet. Donc, juste pour vous souligner que c'est une thématique extrêmement importante pour nous et nous appuyons plusieurs pays sur ce domaine. Ashley, prochaine slide. Alors, Ashley vous a démontré notamment notre base de données FAOStat, qui est la base de données principale pour la collecte des données statistiques et notamment des informations, bien sûr, quantitatives. Mais nous avons besoin de plus d'informations et aussi des informations qualitatives au niveau de la production, une fois de plus, la conversation du bois, la distribution, la consommation et l'utilisation, mais aussi au niveau des politiques et des stratégies. Et pour cela, nous sommes en train d'établir une nouvelle plateforme pour fournir ces informations et pour faciliter un échange d'informations et un partage des connaissances entre vous, entre les pays et entre les acteurs concernés. C'est un catalogue qui est une phase de préparation de tests et dans la présentation, vous voyez les liens pour donc accéder à ce catalogue et pour s'informer, mais aussi pour fournir des informations supplémentaires. Prochaine slide.
Nous constatons qu'il existe une grande variété des initiatives et des interventions, mais que les conclusions et les résultats sont toujours dispersés. C'est pourquoi nous espérons que ce catalogue va nous aider à mettre ces informations ensemble et à les partager aux différentes parties prenantes. Et ça peut inclure, comme vous voyez à droite, les décideurs politiques, les praticiens du projet, les développeurs du projet, des partenaires financiers et techniques et d'autres, y compris la recherche. Prochaine. Donc, ici, vous voyez plus de détails sur un catalogue qui sera disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies. On peut naviguer sur le site web. Il y a donc une machine de recherche d'informations et vous pouvez accéder à ces informations et chercher des informations par région, par pays, aussi par type d'information ou par agence. Donc, il y aura la possibilité de chercher des informations selon différents types d'informations, différents mots, et bien sûr aussi voir ça pour différentes régions, soit au niveau régional, soit au niveau des pays ou par d'autres mots-clés. Donc, encore une fois, je vous invite d'accéder, prochaine slide, ce catalogue pour bénéficier et pour voir. On espère que ça va vous aider de recevoir des informations recherchées au niveau de votre pays, mais peut-être aussi au niveau d'une certaine thématique concernant plusieurs pays. En plus, on va aussi faciliter l'accès aux d'autres bases de données par d'autres agences pour faciliter l'accès à cette information. Donc, vous pouvez également pas uniquement recevoir cette information, mais on compte sur vous aussi pour contribuer et de partager vos informations, parce que c'est uniquement quand on aura la possibilité de partager les informations, d'avoir accès à les informations que vous tenons, qu'en effet, nous pouvons aussi partager ces informations aux autres. Alors, pour conclure, prochaine slide, Ashley, vous voyez que nous, en tant que FAO, nous restons engagés d'analyser, de collecter et partager des informations concernant du bois de chauffe, notamment notre base de données, le FAOStat, sera la base principale. Et là, je voudrais également reconnaître notre collaboration avec d'autres institutions comme Eurostat, comme la Commission européenne des Nations Unies pour l'Europe, je les ai déjà mentionnés, et aussi l'Organisation internationale des bois tropicaux, l'OIBT, parce que c'est ensemble avec eux que nous collectons ces informations d'une manière coordonnée, et comme ça évite aussi que vous, en tant que pays, vous êtes contactés par plusieurs pays. Mais, comme Ashley a mentionné, nous dépendons de vous, des pays, pour recevoir ces informations. Et donc, c'est pourquoi pour nous, vraiment, le plus important, c'est cette collaboration avec vous en tant que pays. Dans ce contexte-là, je voudrais aussi mentionner qu'avec l'OIBT, nous, on va organiser un atelier de renforcement des capacités en octobre pour en effet discuter les opportunités et aussi les défis de collecte des données relatives aux produits forestiers d'une manière générale, y compris le bois de chauffe, dans les pays d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et je pense que ça serait intéressant pour pas mal de vos pays qui participent aujourd'hui à cet atelier. En même temps, on va finaliser le modèle que Ashley a mentionné pour améliorer ici notre estimation des données. Et bien sûr, on va continuer notre appui au niveau des pays, au niveau national. Pour terminer, juste pour vous rappeler qu'il y a aussi au niveau régional et global certains événements importants pour discuter davantage de ce sujet. J'ai vu qu'il y avait des commentaires également de la RDC, et en RDC, on organisera fin de l'année la réunion de la Commission des forêts et de la faune sauvage de l'Afrique, de la FAO, et c'est la réunion, disons, principale de la FAO chaque année
pour discuter des aspects relatifs de la gestion des forêts et de la faune sauvage. Et le bois de chauffe est toujours sur l'agenda. Et comme ça sera très, très important pour nous. Et en plus, en mai 2022, la FAO appuie le Corée du Sud pour l'organisation du Congrès mondial des forêts. Et là, une fois de plus, le bois de chauffe, et je pense aussi la collecte des données, Ashley fera partie de l'agenda. Et donc, juste pour vous dire que c'est une thématique extrêmement importante et comme ça, vraiment, merci beaucoup à l'IEA pour l'organisation de cet atelier. Aussi, félicitations à vous pour l'organisation de votre projet d'appui au pays parce que nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes contents en tant que FAO de vous appuyer et d'être partenaire dans ce processus. Alors, merci beaucoup et je passe la parole à Zakia. Merci. Zakia, on ne t'entend pas. Ah, désolée. C'est bon. Oui, je disais merci beaucoup à Ashley et Sven pour cette présentation que j'ai trouvé vraiment impressionnante en termes de contenu et tout le travail que FAO fait en ce moment et tous les événements à venir aussi. Je vois bien que vous avez beaucoup de travail sur les mains et c'était vraiment intéressant de voir comment les données étaient centrales, la problématique de la qualité des données, de la quantité des données qu'on a besoin pour bien comprendre ce secteur de bois énergie. Et j'espère que les participants, ils ont pu tirer avantage de cette présentation qui était très riche. Et pour les participants, je voudrais vous dire que si vous avez des questions pour Ashley et Sven, n'hésitez pas à nous les envoyer dans la boîte à questions. Et nous avons déjà 3 questions pour vous. La première question, Ashley et Sven, c'est comment choisir le nombre de ménages? Est-ce qu'il y a un document permettant de choisir le nombre à échantillonner? Je pense que ça, c'est pour moi. J'essaierai à répondre en français et si ce n'est pas clair, peut-être vous m'aidez. Alors, il n'y a pas de recette, comme j'ai dit. Et il y a beaucoup de principes statistiques pour vous aider. Et les deux qui sont les plus importants est que le nombre à échantillons dépend sur le but de la recherche et aussi sur la variance de la réponse. Alors, si vous pensez, peut-être que vous avez un petit peu de données pour savoir ça, que l'utilisation de bois énergie est presque la même par ménage pour tout le pays, vous avez besoin d'un échantillon plus petit. Mais si vous pensez, et presque tout le temps, c'est vrai que l'utilisation de bois énergie est très variable dans les autres des parties de la pays. Vous avez besoin d'un échantillon plus grand. Et ça, c'est aussi une opportunité pour les strata. S'il y a une pièce de la pays où l'utilisation est très similaire, très égale, vous pouvez avoir une strata ici et aussi une strata dans l'autre type de la pays. Et je pense que peut-être dans notre atelier de renforcement de capacité, nous devons parler de ce sujet un peu plus détaillé. C'est clair en français? C'est difficile. Très bien. Non, c'était très bien. Merci, Ashley. Et il y a une deuxième question qui ressemble un peu à celui-là, c'est comment choisir le nombre de ménages. Ah, c'était la même question. Et la deuxième question, c'était dans vos modèles conceptuels, comment vous envisagez de retrouver les données dans les zones d'insécurité et à risque, par exemple le cas de la RDC? Ça, c'est encore plus difficile que la première question, mais je pense qu'il y a des données on peut attraper comme avec les satellites, il y a les choses que nous savons. Oui, peut-être la population, le taille de la pays, mais il y aurait les pays
par lesquels nous n'avons pas beaucoup de données. Nous n'avons pas beaucoup. Et puis, les estimations dans ces pays auraient beaucoup d'incertitudes. Mais si nous savons, l'incertitude, c'est aussi une pièce d'information pour les décideurs. Ça serait difficile. Oui, vous avez comprenez bien que ça serait très difficile. Nous avons une autre question. Je voudrais savoir comment accéder au catalogue de bois. Le catalogue est disponible sur le ligne. website et donc vous allez voir après dans la présentation, il y a le lien qui est là. Comme on a mentionné, c'est une version test pour le moment, donc on est en train de l'améliorer avant de le lancer de manière officielle. Donc, comme ça, cette information est disponible. Et juste aussi pour revenir à ce que Ashley a dit au niveau des pays en risque, comme par exemple la RDC, je pense Ashley aussi, elle a mentionné dans sa présentation le cas de la Somalie et les données de la télédétection. Et comme elle a mentionné, nous voyons aussi donc explorer encore de plus comment utiliser la télédétection donc, pour faciliter la collecte des données. Donc, on pense que là, il y a des opportunités énormes qui existent. Et comme ça, comment on peut combiner ça avec des sondages, etc., pour vraiment améliorer l'accès à l'information. Très bien, merci. Je vais juste rajouter pour les participants que nous allons mettre sur YouTube ce webinaire ainsi que les présentations aussi. Donc, vous aurez toutes les informations pour accéder au catalogue et les autres liens, des rapports, tout ça qui étaient dans la présentation. Oui, donc là, on a reçu une question sur le partage de la présentation. Donc, ce sera sur YouTube avec la vidéo aussi. Et nous n'avons pas d'autres questions. Donc, les participants, si vous avez d'autres questions pour Ashley et Sven, profitez-en de les avoir avec nous aujourd'hui pour poser des questions aux experts. Et si je peux rajouter entre-temps. Il y a un participant qui a levé la main. Monsieur Abdel, est-ce que vous voulez parler? Je ne sais pas si la personne veut prendre la parole ou c'était une erreur de lever la main. Non. Je dis, c'est pour une question, s'il vous plaît. Maintenant, on vous entend. On ne vous entendait pas avant. D'accord. D'accord. Et c'est toujours concernant la stratification. Au niveau de l'échantillonnage, surtout, je n'arrive pas à saisir ce que Madame Ashley dit, quoi. Parce que actuellement, j'ai ce problème-là pour pouvoir savoir exactement la quantité ou bien le nombre de ménages qu'il faut prendre dans telle zone. Donc, je voudrais savoir un peu, lorsqu'on parle de l'échantillonnage, ça a rapport avec quoi? Parce que je n'arrive pas à trop bien saisir ça. Je veux plus de détails concernant la première question, en fait. J'avais entendu seulement un peu, mais je pense que c'est une question de la stratification et comment de décider combien de strata d'avoir et les autres topics. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est difficile. Non, pas difficile. C'est une chose qui dépend sur les statistiques, les principes statistiques et les zones qui sont peut-être plus similaires devraient une strate et quand on utilise les strates, on peut avoir un échantillonnage un petit plus petit et un peu moins costaud. Et aussi, on peut comprendre peut-être l'estimation finale un peu mieux. Et si vous aurez beaucoup plus de principes statistiques, je serai très heureux de vous parler après cette webinaire pour discuter tous les topics statistiques.
Merci Ashley. Je pense que Monsieur Abdel, ce serait bien que vous envoyiez un petit email à Ashley pour discuter en détail de votre travail et elle pourra vous donner plus de détails par la suite. Nous avons Vous pouvez partager mon email si Oui, vous voulez. d'accord. Ben, on peut le mettre dans le chat box. Et aussi, nous avons une autre personne qui a levé la main, Bourama Traoré. Est-ce que vous voulez prendre, est-ce que vous avez une question? Alors oui, donc non, c'est bon pour l'instant. Je pense que c'est une erreur, quoi. D'accord, très bien, merci. Donc, je vois que Ashley a mis dans le chat box son adresse mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions précises sur la méthodologie pour l'échantillonnage, tout ça. Et donc, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Merci à Ashley, à Walter et à Arnaud de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et merci aussi aux participants d'être restés tout au long du webinaire pour nous écouter. Donc, jusqu'à demain, il y aura la vidéo et les présentations sur YouTube. Nous allons vous envoyer un message pour vous prévenir. Et si vous avez d'autres questions pour Ashley ou pour nous à l'AIE, n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous serons ravis de revenir vers vous pour vous aider dans votre travail. Et merci à tous et bonne journée. Au Merci revoir. Ashley, merci Sven, merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.